Donc déjà le syndrome des jambes sans repos, vous savez que c'est très fréquent, quand même 7% de la population avec différents degrés de sévérité. Donc 2% très sévère, 2 femmes pour un homme. Et avec l'âge, la prévalence augmente et l'évolution est fluctuante. Donc c'est très commun de voir les patients en consultation qui disent j'ai un syndrome des jambes sans repos sévérissime et il y a 6 mois ils se sont passés jusqu'à la consultation, mais aujourd'hui j'en ai plus. Et donc c'est vraiment, et on ne sait pas trop pourquoi, ça fluctue, il y a des périodes, on a beaucoup de symptômes et par période ça se tasse un petit peu et ça revient. Donc c'est vraiment pas quelque chose de continu, c'est assez particulier. Et il y a une susceptibilité génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène du syndrome des jambes sans repos, mais on a vu que dans certaines familles, quand on compare les jumeaux et fait des études de génétique, il y a des syndromes des jambes sans repos qui se transmettent. Et si, bon, avant on ne le diagnostiquait pas, mais si vous voyez vos parents le soir dans la salle de la cuisine marcher, ou vous entendez bien? Oui. Et on voit bien qu'il y a une composante génétique importante. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome des jambes sans repos? Donc, il y a des critères très précis, et ça, c'est ce qui est un peu compliqué, parce que tout le monde ne s'exprime pas de la même façon, tout le monde ne ressent pas les mêmes choses. Donc, typiquement, c'est le patient qui dit, j'ai fini ma journée, j'ai travaillé, j'ai eu une journée intense, je m'assois sur le canapé pour me reposer, regarder la télé, et ça y est, ça commence. Voilà, c'est un petit truc là qui, c'est pas une douleur, c'est une sensation un peu... Voilà, gênant, c'est un agacement qui fait que je dois me lever et marcher et voilà, j'en ai marre parce que je ne peux jamais me reposer. Donc les critères cliniques sont un besoin intense et irrésistible de bouger les jambes. C'est une sensation désagréable et au repos. Donc la différence par exemple entre l'insuffisance veineuse l'été par exemple, c'est on marche, on a les jambes un peu, on a une douleur, et quand on s'assoit sur le canapé, on met les jambes en hauteur et ça passe. Ça c'est l'insuffisance veineuse. Le syndrome des jambes sans repos, c'est l'inverse. Quand on est immobile, c'est là où ça arrive. D'accord? Et quand on bouge, ça passe. On ne peut pas être tout le temps en mouvement, et c'est surtout le soir. Ça c'est le tableau typique. C'est plus typique qui est écrit dans nos livres, qui est après, parfois c'est pas si simple que ça. Par exemple, quand on a un diabète, qu'on a une neuropathie, quand on prend des médicaments, parfois on a la journée aussi. Donc ça c'est vraiment typique, et bien sûr il faut exclure d'autres causes de syndrome de douleur. D'accord? Si vous voulez que je vous envoie les diapos par mail ou par après la semaine, je peux vous les envoyer, hein, parce que je vois qu'ils prennent des photos et il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous entendez par composante circadienne? Composante circadienne, c'est le soir. Typiquement, c'est que le soir, quand on se pose. L'après-midi, normalement, dans les cas typiques, hein, je parle du tableau, on n'en a pas. D'accord? Après, quand on a des traitements, ça change. Mais typiquement, je ne parle pas des cas sévères, je ne parle pas des cas atypiques, je ne parle pas des gens qui ont d'autres pathologies, je parle du tableau typique décrit, c'est plus le soir, à l'immobilité, ça c'est au repos, et au niveau des jambes. Ça c'est le cas typique. D'accord? Dans les livres. Vous savez que tout n'est pas comme dans les livres, mais c'est le cas typique. Mais après, on a vu aussi... Oui, vous avez dit absence d'autres causes. Oui. Quand on cherche à éliminer d'autres causes, c'est quel genre de cause? Par exemple, on va éliminer les médicaments qui peuvent induire des sensations bizarres au niveau des... On va le voir, des médicaments. Il faut éliminer des neuropathies. Par exemple, neuropathie, par exemple, si on a une chimio, on peut avoir perturbé les nerfs au niveau des jambes et on peut avoir cette sensation. On peut éliminer, par exemple, si on a des maladies psychiatriques, on prend des neuroleptiques, ça peut donner cette sensation. Et après, vous voyez que la description est difficile, hein, parce que les patients, il y a des patients qui ont du mal à décrire ce qu'ils ressentent au niveau des jambes. C'est pas... Donc il faut éliminer vraiment des facteurs qui peuvent être confondants. Anxiété, stress, est-ce que ça peut en fait, induire en erreur et faire croire que c'est cette maladie-là? En fait, beaucoup, en tout cas, le plus souvent les patients confondent les impatiences avec, vous savez, quand on est
À la maison, j'en fais comme ça. On est un peu anxieux, ça, c'est pas des impatiences. La journée, devant l'ordi, c'est pas des impatiences. Les impatiences, c'est vraiment, ça commence typiquement le soir, et c'est comme interne. J'en ai pris comme une sensation d'agacement interne. Est-ce que vous avez eu, s'il vous plaît, des cas où, après une opération de la cheville, du tibia, il y a une partie mécanique dedans des vis, Ouais. par exemple, Ouais. ça exacerbe le syndrome ou pas du tout? Moi, c'est connu des chirurgies du dos, donc les problèmes de dos, hernie, ça c'est connu. Après les chevilles, non, mais par exemple, j'ai eu quelques cas de patients qui avaient des traitements comme la maline, tramadol, la morphine ou dérivés, qui n'avaient pas de syndrome des jambes sans repos. Et une fois l'opération il a eu lieu, ils ont enlevé ces traitements et là le syndrome des jambes sans repos a apparu. Donc ça marquait. Après, spécifiquement, non, j'avoue que je ne connais pas. Et je reviens à l'anxiété. En fait, l'anxiété aggrave tout. Je veux dire, je pense qu'un syndrome des jambes sans repos, quand on n'est pas bien, on est anxieux, on a une contrariété, on le supporte moins bien que quand tout va bien. Donc, mais pour autant, c'est pas la même chose d'anxiété qu'un syndrome des jambes sans repos. Mais c'est sûr que si vous asseyez le soir, vous êtes contrarié, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un film, ben c'est ingérable. Je ne sais pas si j'ai répondu. La météo également. Peut-être, oui. Le changement de temps. Peut-être. La lune. On ne peut pas intervenir. Donc les gens, vous voyez comment ils décrivent donc des fourmillements, des paresthésies, des décharges électriques, des tiraillements, des chaleurs, des douleurs, des pressions, des tensions, des picotements. C'est vraiment très variable, c'est énervant, agaçant, insupportable, exaspérant, gênant, irréfléchi, obsédant. Donc c'est vraiment une description un peu floue, mais qui veut bien dire cet agacement. Et donc normalement, je vous ai dit, typiquement c'est les jambes, mais on peut les avoir au niveau des bras aussi. Donc ce qui n'est pas le plus fréquent, le plus typique, mais ça peut passer au niveau des bras. Vous voyez en rouge, là en bas, c'est la fréquence. Le plus fréquent, c'est les mollets. Et vers le haut, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver aussi. Et devant aussi, mais voilà, là je vous dis dans les études de prévalence, là le plus typique, mais après, ça peut alors être. moi je les ai, les jambes sans repos, je les ai aussi bien à 13h si je m'arrête de manger que le soir. Donc le traitement que j'ai, je suis arrivé à le couper en deux, en une partie à 11h le matin et l'autre partie à 19h le soir. Oui, tout à fait. Comme ça a l'air de bien marcher. Ouais. Là, je vous dis, typiquement au début, c'est que le soir. Après, ça part en Et puis moi j'ai les bras aussi, c'est pour ça. Ouais. Pour les bras, j'ai pas le même traitement que pour les jambes. D'accord. En autophagie. D'accord. Le neurologue m'a donné. D'accord. Et est-ce que le fait que le cerveau passe dans une phase de sommeil, c'est-à-dire une fréquence, si on met les coencéphalogrammes, est-ce que c'est caractéristique Non. Comme si on pouvait, je sais pas, faire de la méditation et pour rentrer ou quelque chose Au comme ça. sommeil pour éviter de sentir ça. Non, déclencher même volontairement. Parce que j'avais vu une fois que le cerveau, quand il rentre dans la phase du sommeil, il envoie des informations sur les membres, l'extrémité pour diminuer, pour qu'il y ait moins de sang qui aille dans les jambes et dans les bras. Quand on dort, c'est pas la peine, le sang, moins qui reste sur le cœur et la tête, ça suffit. Et qu'en fait, c'était cette information qui était envoyée pour faire rétrécir les vaisseaux sanguins qui pouvaient être aussi ressentis. Il y a bien en tout cas une information qui part du cerveau pour rétrécir les vaisseaux, pour pas que le sang aille dans les jambes et dans les bras. Après, attention, parce que c'est pas un problème de. Oui, mais ça a une information électrique ou chimique qui arrive dans les membres. Après, donc, je vais vous dire, en fait, le syndrome des jambes sans repos, typiquement, là, je rentre pas dans les cas spécifiques, typiquement, c'est entre 20h et 2h du matin, le plus souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que souvent, on a une insomnie
D'accord? Donc, et on dort souvent mieux au petit matin. Donc en deuxième et puis en courrier. Si il y a des contrariétés, si vous avez des problèmes de sommeil, d'insomnie et tout ça, et autres, ben c'est sûr que s'il y a des syndromes des gens sans repos, le tic pour dormir, vous n'allez pas l'avoir. Si par contre, ça fait 3 jours que vous ne dormez pas parce que vous avez travaillé, vous avez fait de la bringue, j'en sais rien, la pression de sommeil est plus importante et vous allez réussir à lutter contre ce syndrome des gens sans repos. Par exemple, si j'ai une activité intellectuelle qui va me tenir toute la nuit, du bricolage, des passionnants, etc., vous n'allez pas le sentir. Donc, je ne vais même pas avoir de crise. Donc, comme l'activité du cerveau n'atteint pas en phase de sommeil, le cerveau, il dirait que... En fait, il faut détourner l'attention. Ouais. Tous les études montrent que quand on détourne l'attention, c'est-à-dire on se met sur notre activité et on arrive à le passer. Sauf qu'on ne peut pas détourner l'attention toute la nuit. Quand même, le sommeil, il faut dormir. Donc, si vous mettez sur des jeux style Candy Crush ou des un peu très dépendants, vous arrivez à passer. Mais bon, on ne peut pas faire ça toute la nuit quand même. Donc, effectivement, tous les études montrent qu'on détourne l'attention, on le gère mieux et ça nous dérange moins. C'est pour ça qu'aussi, on se demande si la journée, on l'a pas tous, aussi, pour ceux qui ont des impatients, mais comme on est en activité, on se balade, on se balade, la journée, on fait. Donc, et on ne cite pas le problème de régulation de température dans le syndrome. Non, le problème de régulation de température, c'est plus pour dormir, indépendamment du syndrome des gens sans repos. C'est sûr que si le soir vous faites une activité physique, vous augmentez la température, vous allez avoir plus de difficultés à vous endormir. Si en plus vous avez des impatiences, vous doublez les difficultés d'endormir. Par exemple, l'été, quand il fait très chaud, personnel, ça m'est arrivé souvent de m'arrêter de conduire parce que la température me provoque le phénomène. Après, on se demande si ça s'aggrave pas l'été, parce que vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y a aussi l'insuffisance veineuse qui se rajoute. Ouais, vous n'avez pas l'insuffisance veineuse. Mais en fait, il y a beaucoup de mystères encore, le syndrome des gens sans repos. Il y a beaucoup. Le fait qu'on a marché sur l'éclairage froid. Eh oui, ça c'est connu. Ou la douche froide, ou c'est vraiment. À titre personnel, c'est 3-4 douches froides par nuit. Ouais, non, mais c'est connu, mais. Et le matin, j'ai froid dans le lit. Ouais. Et j'ai trop chaud dans une partie de la nuit et après je. Ça c'est connu, mais en fait, toutes les recherches continuent à dire qu'il n'y a pas de problème de circulation, c'est un problème dopamine fer, je veux dire que c'est autre chose, mais tout ne va pas dans ce sens, parce qu'effectivement l'histoire du carrelage froid, on l'entend tous les jours. Donc je me lève, je marche sur ça soulage, ou la douche mettre de l'eau froide au niveau des jambes, c'est connu. La baignoire remplie d'eau froide. Oui, c'est connu. Même donc la piscine, s'asseoir sur le bord de c'est connu. Pour ma part, moi, c'est plutôt le froid qui me les déclenche. Ah bon, d'accord. Dès que je sens un peu du froid, au coucher et tout, aux jambes ou même à la tête. Ça c'est rare. C'est caractéristique, le froid me les déclenche. C'est le chaud qui me calme un peu. D'accord. Et actuellement, j'ai envie de faire comme une bouillotte dans la cervicale, là, j'arrive à me rendormir. J'ai fait tout récemment, j'ai essayé ça. Donc c'est plutôt la chaleur. La chaleur. Déclenche que pour moi. Oui, non, ça c'est rare, mais bon. C'est bizarre, je vois l'inverse de. Des autres. Donc, oui, bien sûr. Une intervention où on n'est pas endormi complètement. Est-ce qu'on peut remuer les jambes à ce moment-là? On est juste. Normalement, non. Non. On ne devrait pas bouger les jambes quand on a une rachis. Une anesthésie, non. Une anesthésie, par exemple, bon, se faire opérer les yeux. Oui, normalement, non. Il ne faut pas. Mais oui, non, normalement, non. Donc en fait. Soulagement par les étirements aussi. C'est mystérieux aussi.
Non, mais je vais vous dire, parce que j'ai trouvé plein de mystères. Plein de mystères non résolus. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font, donc je me dis, c'est sur la bonne voie. Donc, quand on a un doute sur le diagnostic, parce que c'est pas évident en consultation, il n'y a pas une prise de sang qui dit j'ai un syndrome des jambes sans repos. Donc on va faire l'enregistrement du sommeil. Excusez-moi. Oui. Si on prend une dopamine, on ne peut pas faire une prise de sang pour gérer la dopamine, pour voir si le taux est bon ou pas? Non, parce que c'est. En fait, c'est pas si simple que ça. C'est une dysrégulation. C'est les récepteurs des deux, mais il y a plein de récepteurs. Et c'est au niveau du cerveau. Et la dopamine, c'est circadien. C'est-à-dire qu'on ne produit pas la même dopamine le matin que. Donc, non, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Ça, on le fait aux petites souris pour moi. À la recherche, mais. Donc, quand on a un doute diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr demander les antécédents. Est-ce que dans la famille, il y en a qui vont dire, peut-être on a ça. On va voir s'il y a des mouvements périodiques des jambes associés. Les mouvements périodiques des jambes associés, c'est des mouvements des jambes pendant qu'on dort, donc vous en apercevez pas, c'est votre conjoint, et c'est des mouvements de dorsiflexion parfois c'est un peu plus complexe, qui ont des critères très stricts, je vais vous montrer. Et après, si encore on a des doutes, on va essayer un traitement par dopamine et on va voir ce que ça donne. Donc c'est un critère. Si ça marche, on se dit on était sur la bonne voie. Si ça ne marche pas, c'est un gros point d'interrogation. Et donc le diagnostic des impatiences, c'est clinique, c'est une consultation. Mais si on a des doutes, on peut aboutir à un enregistrement de sommeil. Et donc ça c'est important parce que parfois on n'a pas besoin. Le diagnostic est tellement évident et qu'on n'a pas besoin. Donc le syndrome des jambes sans repos, c'est des impatiences. On veille, diagnostic clinique, qui s'appelle aussi le mouvement des membres de l'éveil, et dans Willis, et en espagnol quand même. C'est très joli en espagnol. Je vais vous le dire. Comment? En espagnol, c'est le syndrome de las piernas inquietas. C'est des jambes inquiètes. C'est trop bon. Trop mignon. Et donc, dans 60 à 80% des cas, c'est associé à des mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil. Donc, c'est pour ça que parfois, on veut un peu avoir un diagnostic un peu plus précis et on fait un enregistrement du sommeil. D'accord? Donc ça, par exemple, vous avez un enregistrement, c'est cette dame-là, et vous voyez ici les jambes qui bougent. Donc on met des électrodes au niveau du muscle et on voit le mouvement des jambes, et vous avez... C'est souvent comme ça qu'on les décèle, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ah, ne me dites pas que ça ne marche pas. C'était une dame qui bouge tout le temps. Qui bouge tout le temps, c'est pas grave. Et là, c'est les mouvements périodiques des jambes. Donc, quand on enregistre, vous voyez la périodicité. Donc, c'est vraiment strict. Donc, on fait l'enregistrement, on lance l'analyse automatique, qui nous calcule les 4 mouvements avec intervalle, combien dure, et on calcule un index par heure de mouvement. Et donc, quand on a beaucoup, ça a vu le
diagnostic, de dire bon, on va traiter. On peut avoir des mouvements périodiques de sommes d'impatience, mais souvent on en a. Et plus de 5 par heure, c'est anormal, donc c'est pathologique. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va le traiter. Et 100 fois à l'heure, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça ne veut pas. Combien 100 fois à l'heure. Ah oui, c'est beaucoup. Je confirme. Donc, voilà. Là, je ne sais pas si ça va marcher. Ah oui. Donc là, vous voyez, ce n'est rien d'extraordinaire, hein, vous le vivez, donc vraiment. Mais vous voyez les mouvements. Donc moi, quand je lis ça, ça m'épuise. Et là, je le vois, je me dis, donc vous voyez que c'est périodique, c'est vraiment très particulier, des mouvements assez... Et donc là, on voit qu'ils sont en sommeil profond, hein. Là il est en sommeil profond, là il est en stade 2, donc ils dorment, hein. C'est des personnes qui dorment et qui bougent les jambes. Il y a que dans cette pathologie-là qui existe ces mouvements. Ou on peut avoir des mouvements périodiques isolés et ou associés avec les fréquences des jambes d'impatience. C'est pas forcément un signe de diagnostic. Non, parfois on a des patients qui viennent parce qu'ils sont fatigués, ils sont somnolentes, on trouve des mouvements périodiques des jambes isolés et on ne fait pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'impatience. On traite les impatiences, on ne traite pas les... Donc, quelles sont les conséquences? Bon, on est agacé, on est énervé, on est irritable, et on a une insomnie, un mauvais sommeil de nuit, parce que le sommeil est fragmenté quand même. Et on peut être somnolent, ça peut être une dépression à la fin, du fait de cumuler un peu des mauvaises nuits. Et il y a une altération de la qualité de vie, un impact socio-économique parce qu'on dort mal, donc on peut être un peu inattentif ou avoir des troubles un peu plus de l'attention que de la mémoire, accident de voiture, accident de la vie. Et après, on a vu qu'il y a un risque cardiovasculaire augmenté, donc plus d'hypertension, plus d'infarctus, etc. Donc c'est pas quelque chose de banal. Après, c'est assez ingrat, on va dire, parce que les gens ne prennent pas trop sérieux. On va dire le syndrome des gens sans repos. Je ne sais pas comment vous sentez vous, mais voilà, c'est vous autres quoi. Parfois les médecins, moi longtemps, on me disait non, c'est pas possible, c'est pas ça. Ouais. C'est pas possible, c'est pas ça. Ouais, c'est difficile. Ça dure après longtemps. C'est difficile. Et donc, quelle est la physio? Donc, pourquoi? Donc, il y a parfois un côté génétique. Donc, si vous demandez les parents, les grands-parents, il y a souvent quelqu'un de la famille. Après, on a vu qu'il y a un manque de fer au niveau du cerveau. C'est pas le fer, c'est le récepteur du fer. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas de fer, qui ont de l'impatience, et il y en a d'autres qui ont beaucoup de fer, trop de fer, et qui ont des impatiences. C'est parce que c'est le récepteur. Là encore, on fait une prise de sang pour voir le fer. On pense que ça reflète ce qui est au cerveau, mais voilà, c'est approximatif. Idéalement, il faudrait faire une fonction lombaire pour... c'est un peu sauvage. Donc, c'est en supplément sans fer, s'il faut supplémenter en fer. Donc, il y a un problème de dopamine, une dysrégulation, c'est-à-dire qu'on manque par moment de dopamine, parce qu'on manque pas, et c'est des récepteurs spécifiques, pareil, on ne peut pas faire une prise de sang. Vous savez que dans la maladie de Parkinson, on manque de dopamine, ce n'est pas les mêmes régions, et c'est un peu tout le temps. Là, ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, donc ça évolue pas la maladie de Parkinson, les traitements sont les mêmes, vous les connaissez, mais ça n'a rien à voir. Donc ça ne va pas évoluer à la maladie de Parkinson, rien du tout. D'accord? Je dis parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont peur, mais ça n'a vraiment rien à voir. Moi, je n'y arrive pas. Ouais, mais plein de monde, mais ça n'a... C'est juste la dopamine, voilà, qui est le point commun. Et là, il y a deux voies qui sont en train d'explorer maintenant dans la recherche, c'est la voie du glutamate et de l'adénosine. C'est deux neurotransmetteurs qui agissent dans le sommeil et on a vu qu'il y a des perturbations, donc on est au tout début, mais ça ouvre
voilà, à comprendre parce que tout n'est pas compris dans le syndrome des jambes sans repos. Donc il y a des voies qui s'ouvrent, donc c'est plutôt chouette. Donc on passe au traitement. Donc on voit un patient en consultation syndrome des jambes sans repos. La première chose qu'on va faire, c'est éliminer toutes les causes. D'accord? Donc parfois l'alcool la nuit. Donc souvent le vin blanc, on me dit. Je n'ai pas trouvé d'effet sur ça. Donc, mais souvent on le dit. Et le café parfois, le thé, bien sûr s'il y a un manque de fer, on va donner du fer. Et attention aux antidépresseurs, parce qu'il y a des antidépresseurs qui aggravent le syndrome des jambes sans repos. Et je vous ai mis une étude qui est un peu vieille, mais qui est chouette. Par exemple, la mirtazapine, c'est le Norset. C'est un des antidépresseurs qui provoque plus d'impatience. Donc peut-être changer de médicament si on a besoin d'un autre. Donc après, il y en a plein, le Deroxate, le Zoloft, le Serofram, presque tous. Après, attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'antidépresseur. Et voilà, il faut peut-être en discuter et voir s'il y a une alternative. Et s'il n'y en a pas, il faut le maintenir, bien évidemment. Mais voilà, faire attention à ça. Et donc, quand on a éliminé tous les facteurs, on va dire, est-ce qu'on traite ou pas? Donc, parce qu'on n'aime pas trop donner des traitements. Personne n'aime prendre des traitements. Je connais personne qui aime prendre. Donc, on va faire le questionnaire que vous connaissez tous, qui n'est pas très simple, celui de degré de sévérité des impatiences. Donc, vous le connaissez tous? Oui. Ouais. Donc, il n'est pas simple. C'est vous évaluez de très fort, fort, moyenne, faible, aucune, l'intensité de vos syndromes des jambes sans repos. Donc, comment qualifierez-vous l'intensité des symptômes désagréables? À quel point éprouvez-vous le besoin de bouger? À quel point la sensation désagréable régresse quand vous marchez? Et dans quelle mesure le sommeil est perturbé par vos jambes? Est-ce que vous êtes fatigué ou somnolent? Et quel est dans l'ensemble votre jugement sur la sévérité de ce syndrome des jambes sans repos, la fréquence des symptômes, les jours, le retentissement dans votre humeur, dans votre vie? Et on le cote. C'est un autre questionnaire, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important parce que ça nous permet de donner une sévérité et peut-être, quand on vous voit en consultation, voir un petit peu l'évolution. Et de dire, mais finalement, vous prenez ça, mais ça ne vous fait pas grand-chose. Et donc, voir un petit peu comment on avance. Et donc, normalement, on doit traiter les patients sévères ou très sévères, donc qui ont une échelle de plus de 21. D'accord? Ça, c'est les recommandations de l'HAS, de l'AMS. Docteur, juste une petite question. On doit répondre à ces questions avec médicaments ou sans? Ben moi, je fais les deux. Je fais avec, mais je dis aussi, répondez avec médicaments pour voir la différence. Et c'est assez curieux. Ils disent ça va très bien et quand on regarde, non mais c'est pareil. Donc je veux dire, c'est des questionnaires. Mais c'est intéressant de voir les deux. Ouais. Donc faire en première fois, je vais faire son traitement et après quand on vous suit, voilà, faire. Est-ce qu'il y a eu un essai de placebo? Oui. Sur le traitement. Ah, ben bien sûr, tous les médicaments pour avoir l'indication sont essayés avec placebo, en sachant qu'il y a toujours un effet placebo de 30%, c'est-à-dire dans tous les médicaments, le placebo marche très bien, et même il y a des études qui disent que c'est 50%, mais pas que dans le syndrome des jambes sans repos, dans l'hypertension, dans le mais tous les médicaments, pour les mettre sur le marché, il faut qu'ils soient essayés sous placebo, avec un comparatif avec. Comment? Oui, tout à fait. Donc, nous, on n'a pas fait à Nîmes, j'avais fait à Montpellier, mais pas à Nîmes pour ça, mais par exemple, on vient d'essayer un médicament sur l'insomnie, et effectivement, nous, on ne sait pas. Donc, c'est un ordinateur qui randomise et qui donne le médicament, le même blister, qui sont non, sans rien, et pendant, et en fait, à la fin, on peut savoir, on peut lever l'aveugle quand l'étude est finie pour savoir si on a toujours des surprises. Ce qui est logique. Donc on passe au traitement. Alors, l'AMM, l'autorisation pour le marché, pour le syndrome des jambes sans repos, il n'y a que ces 4 médicaments. Pramipexole, c'est le Cipro, protéine, c'est le Neupro, c'est le patch, et propyrinol, c'est le Rekif,
l'Adarprel, et la naloxone oxycodone, c'est l'Oxynia. D'accord? Et aucun médicament n'est remboursé pour le syndrome des jambes sans repos. Non, aucun médicament est remboursé par le syndrome. Aucun. Il n'y a pas en France de médicament remboursé pour le. Sauf qu'on vous le fait passer. Le pharmacien ne sait pas si vous avez une maladie de Parkinson ou un syndrome des jambes sans repos. Donc il ne vous fait pas payer. Mais il n'y en a aucun qui est remboursé pour le syndrome des jambes sans repos. Donc comme on n'a pas le dossier, tant mieux dans ce cas-là, le dossier informaticien, comme le pharmacien il n'a pas à savoir non plus pourquoi, normalement tout le monde est remboursé. Mais légalement, il n'y en a aucun. C'est bien sûr là, à un moment donné. On a quand même quelques médecins qui notent sur l'ordonnance ne pas rembourser. Ah bon? Oui, ça existe ça? Ça existe. Ça existe. Ah ouais, il se fait payer. Et il se fait payer le médecin. Ah non, il ne se fait pas payer. Il se fait payer le médecin. Ah, par la sécu? Non. Oui, mais nous on paye. Ben oui, bien sûr, il y a des gens qui marquent que je ne faut pas se rembourser. Parce que peut-être qu'il est très carré et effectivement la loi dit que vous ne devez pas être remboursé. Où il est Possiblement. Ou peut-être qu'il est éditeur de Donc, bon, ça c'est. Moi je trouve que c'est un drame, mais voilà, c'est tout ça. C'est lesquels vous avez dit là? Alpha-agonistes, bêta. Donc les agonistes. C'est lesquels qui sont les médicaments? C'est tous ces médicaments-là? Donc cette fois-là, on a l'indication des agonistes pour le syndrome des jambes sans repos. Oui. Par les autorités de santé, mais ils ne sont pas remboursés. Les alpha-2-delta-ligand, c'est le Lyrica et le Neurontin. Maintenant, on prescrit beaucoup, je vais vous expliquer beaucoup pourquoi. Pour le syndrome des jambes sans repos, ils n'ont pas l'indication. D'accord? Normalement, ils ont l'indication des neuropathies. D'accord? Mais on les prescrit beaucoup, ils n'ont pas l'indication. Et après, on a les opiacés, le tramadol, l'oxycontin, oxycodone. Le seul qui a l'indication, c'est la naloxone oxycodone. Je vous avoue que je l'ai jamais prescrit, mais ça a l'indication. Ce sont les opiacés, là, ce sont des antidouleurs. Oui, des forts, des antidouleurs forts. Donc c'est le dernier palier, c'est le dernier. Donc je vais vous expliquer les agonistes dopaminergiques. Donc je pense que c'est plus facile si je dis Stifrol, Regip ou Adarprel, c'est le même. Neupro, d'accord, il y en a 3. C'est en première intention ce qu'on utilise si c'est sévère ou très sévère. Ça marche très bien. Ça diminue les mouvements périodiques des jambes. Si, comme c'est ça un petit peu tonique, dopamine, si le moral est un petit peu moyen, ça booste un peu, donc pourquoi pas faire deux choses en même temps. Après, vous avez tous les effets secondaires. Donc, je vais passer, je vous la montre après. Donc, le patch, au niveau de l'endroit d'utilisation, combien de personnes ont des rougeurs? C'est énorme. Pourtant, ils ont changé la colle, ça marche bien. Donc, ça diffuse la dopamine sur 24 heures. Donc, c'est surtout indiqué pour les patients qui ont aussi le midi, qui ont un peu des impatiences tout le temps. Donc, mais au niveau du patch, c'est une catastrophe. Donc, ça peut donner des coups de somnolence, les agonistes, la dopamine. Donc, des accès de somnolence. Il y a le trouble des impulsions, donc moi je le dis souvent en consultation, c'est rare quand même, mais vous savez quand il n'y a plus de frein, donc ça arrive souvent dans la maladie de Parkinson parce qu'il y a beaucoup de dopamine, ils prennent toutes les 2 heures, mais ça peut arriver aussi dans les impatiences, c'est des personnes qui sont un peu dans l'addiction, les PMU, donc ils n'ont plus de frein. Donc, par exemple, j'ai 2 exemples, moi, ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Un, c'était une dame qui aimait bien faire les magasins. Et j'ai mis du dopamine, et là, elle le savait, donc elle a dit non, on arrête parce qu'on n'a pas dépensé trop de sous, mais elle n'arrivait pas trop à se freiner. Et j'en ai un autre pauvre qui ne me l'a pas dit parce qu'il était tellement content qu'il ne voulait pas l'arrêter, mais qui dépensait déjà de l'argent en ligne. Et qui a bien réussi jusqu'à dépenser 1 000 € par mois en jeu.
Donc, voilà, il faut le savoir. Il faut quand même une prédisposition, hein, qu'on ait un petit peu tendance à jouer. Et sur l'appétit, le sentiment de satiété. Ouais. On peut avoir un petit peu plus d'appétit et prendre du poids. Il y a l'addiction de l'ouverture du frigo. Ouais. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et ça donne temps. C'est vrai. Après, on n'est pas tous pareils, mais c'est vrai que ça arrive. Voilà, en tout cas, moi, les personnes qui ont des troubles alimentaires, je ne leur fais pas ça. Vous en mettez quoi alors? Vous ne mettez pas les pâtes sur le... Je vais passer le rentin et les repas. Est-ce qu'on peut avoir un syndrome d'augmentation avec une dose faible? Oui, je vis un syndrome d'augmentation qui est pour moi le truc le plus pénible. C'est une pourriture ça. En fait, qu'est-ce que c'est le syndrome d'augmentation? On est sous dopamine, donc le syndrome des gens son repos s'aggrave. Donc qu'est-ce qui se passe? Les symptômes commencent un petit peu plus tôt. Donc avant on le prenait à 20h, après on passe à 19h, parce que sinon c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, donc on prend un demi-comprimé supplémentaire et plus on prend de dopamine, plus on aggrave les cas. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est arrêter. Et changer de molécule. Et donc, c'est un phénomène qui peut apparaître avec une dose très faible. C'est indépendant. Ça arrivait beaucoup avec le ropinirole, mais ça arrive surtout ropinirole et cifrol. Moi, j'en prends 0,09 mg, un demi-comprimé de cifrol, depuis 2 mois, et j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse. Donc, moi, j'arrête, même si c'est dur, et je change de molécule. Et parfois, le fait de faire une fenêtre et après le reprendre plus tard, on arrive à tenir quelques mois. Mais ça encore, c'est difficile parce qu'il y a des personnes, moi j'ai des patients qui sont avec un demi-comprimé depuis des années, et j'en ai d'autres, le traitement dure 3 mois. Ça marche bien 3 mois et après j'ai un coup de fil, ça y est, ça monte. S'il vous plaît, ce qu'on appelle donc le phénomène d'augmentation, moi pour l'avoir entendu de la part des malades qui ne sont pas encore en traitement, depuis ils sont restés des décennies sans traitement parce qu'ils ne voulaient pas prendre le traitement, mais on constate aussi les mêmes effets, c'est-à-dire augmentation de la maladie, augmentation, ça finit par prendre dans les bras, ça finit par prendre beaucoup plus tôt dans la journée, alors qu'ils n'ont pas de traitement. Mais moi, ça a été mon cas. Je vous crois. Après, là, c'est la sévérité de la maladie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De la maladie. Alors que la différence, c'est que plus vous mettez de traitement, là, plus en fait, ça allait. Donc, bon, je veux dire, c'est cas par cas, mais après, quand on suit le patient en consultation qui dit j'ai été très bien pendant 6 mois, et là, j'ai l'impression que plus, parce que je dis, écoutez, vous êtes un comprimé, mais vous prenez un 1,5. Donc, on suit les patients. Et donc, on voit un 1,5 que. Donc, on dit non, ça, c'est pas l'aggravation de la maladie, c'est la molécule. Donc, on change. Donc, tout est. Voilà, c'est dans la durée. Mais ça peut effectivement être la sévérité de la maladie qui s'aggrave. Donc, là, il faut voir aussi le fer. Il n'y ait pas un problème de carence en fer qui perturbe. Et s'il y a beaucoup trop de fer, qu'est-ce que vous faites? Là, rien. Ah bon, il n'y a pas de... On ne sait pas. Non. Donc, on peut faire des saignées, mais ça ne change pas grand-chose. Si, ça, des saignées, il y a une En fait, nous, chaque fois qu'on fait des prises de sang, on envoie chez les internistes pour faire bilan des monochromatomes, c'est une maladie génétique où on produit trop de fer. Chaque fois, il nous renvoie et dit non, on ne fait plus de saignées, donc si c'est une limite acceptable, même si c'est très élevé par rapport aux valeurs, on donne ça peut présenter une augmentation de la maladie du symptôme. Ça peut saigner, c'est pas la même chose. En fait, je ne sais pas. Saigner, ça veut dire don du sang, ça veut dire autre chose. Oui, c'est la même chose. C'est quand on prend du sang. C'est le fer ou la ferritine? La ferritine, c'est les défauts du fer. Oui. Donc, on regarde la ferritine, les défauts de fer. Et soit on a moins de 75 ou moins de 50 selon les papiers et on dit il y a une carence, donc on va donner. Soit on a le cas différent, qu'on est 300, 400. Donc là, on envoie pour des bilans en médecine interne pour faire le poids s'il n'y a pas une autre maladie du foie.
qui reviennent toujours bien en disant effectivement il y a trop de fer, mais il n'y a pas d'argument pour une maladie, et là on fait rien. Et si on a eu un symptôme d'augmentation due à la prise de Cifrol, si on arrête le Cifrol, est-ce qu'on garde cette gravité de la maladie, ou bien est-ce qu'on revient, du fait qu'on a arrêté la cause, est-ce qu'on revient? En fait, si c'est la sévérité de la maladie qui a augmenté, vous allez garder la sévérité. Mais si c'est le médicament, vous allez revenir... Moi, je viens de faire un sevrage au Cifrol et effectivement, même la moitié du 0,18, il est super efficace. Oui, en fait, moi j'ai pas mal de patients. C'est du sommeil, mais ça marche. Le sevrage, c'est horrible, hein, je veux dire, le sevrage, mais j'ai quelques patients qui réussissent à faire le sevrage et après on arrive à maintenir des petites doses pendant longtemps, quelques mois. Longtemps, c'est quelques mois pour ces genres de patients. Je dirais que globalement, les syndromes des enfants vont bien et je dois avoir une dizaine, parce que je sais que quand ils appellent, je veux dire, ça y est, c'est parti en vrille. Et qui sont difficiles à gérer, qu'on doit changer les traitements régulièrement. Donc si on prend du Cifrol en petite dose, mais qu'on veuille l'arrêter parce qu'on constate cette augmentation, comment il faut faire? Très progressivement, et donc soit le patient dit je vais le faire, j'ai pas de souci, je vais prendre sur moi, soit il me dit je pourrai pas parce que je vais pas supporter, et donc on donne du paracétamol codéiné ou pour que les symptômes se calment avec le sevrage, et après... Il faut combien de temps à peu près ce phénomène qui... Dans l'idéal, moi j'aime bien 15 jours sans traitement. Zéro. Non, mais après il y a la dépendance psychologique, je veux dire il y a plein de choses. Donc moi j'aime bien faire une fenêtre de 15 jours sans rien, si on peut. Je vous dis que pas beaucoup de monde réussit. Je suis honnête, je veux dire 15 jours sans traitement avec un syndrome des jambes sans repos sévère, c'est costaud, hein, c'est costaud. Je reçois beaucoup de mails. Par contre, de votre expérience, lorsque quelqu'un comme ça change de traitement, est-ce que vous avez trouvé une solution qui est aussi efficace que les premiers? Donc là, moi je viens de l'école de Montpellier, hein, j'étais formée à Montpellier, donc on était très Cifrol qui marchait bien. Là, les recommandations ont un petit peu changé du fait de ce phénomène d'augmentation qui est très présent. Et on est parti plus sur, je vais vous parler des alpha, le Neurontin et le Lyrica. Et j'ai des résultats qui sont quand même pas mal. Pas mal. Ça ne veut pas dire zéro impatience, hein, mais des résultats qui sont quand même pas mal. Donc, maintenant, je préfère introduire le Lyrica et le Neurontin avant la dopamine pour éviter, pour retarder au plus ces phénomènes d'augmentation et cet effet. À quelle dose le Lyrica, par exemple? Dans le Lyrica, je commence à 25 et normalement c'est 100. 100, ouais, 100 de Lyrica. Non, c'est pas une possibilité. Oui, on mixe. Après, ça m'arrive par exemple d'être bien sous Cifrol, un demi ou un comprimé, et qui disent de temps à autre journée. Donc je dis, prenez un paracétamol codéiné, mais on ne manque pas le Cifrol. Quand vous dites un comprimé de Cifrol, c'est du 0,18. 0,18. Donc, normalement, on met en libération immédiate. Parce que les symptômes, c'est en début de nuit. On n'a pas besoin de la dopamine, libération prolongée. Normalement, hein, je vous dis, c'est général. Hein. Le Cifrol existe pas en libération prolongée. Ah si, bien sûr. Lorsque vous demandez un sevrage à un patient, est-ce que vous l'aidez avec une arrivée par exemple, d'un antidouleur? Je donne du paracétamol codéiné, du dalphalgan codéiné. Ok, deuxième petit point. Vous avez parlé tout à l'heure du patch neufro. Ouais. Et il est tout à fait exact que ce patch occasionne au bout d'un certain temps des irritations et des démangeaisons très importantes. Ouais. Est-ce que vous avez une solution, mais une amélioration à donner sur ces deux... Non, je suis très déçue parce que je trouve que c'est un bon médicament pour les cas sévères. Ça m'est arrivé de donner de la Tarax, un antihistaminique, pour voir si on arrive mieux à le supporter. Mais je n'ai pas un grand succès avec le neufron. J'ai quelques patients, ça ne leur fait rien, ils le mettent, il n'y a pas de souci, mais j'en ai d'autres, c'est... Ça dépend de l'endroit où on les met. Oui, mais quand il y a la lésion, là, le truc rouge, ils sont marqués de partout, quoi.
J'en ai un vendredi qui m'a dit, je dis ça marche bien, il me dit super, et je dis est-ce que vous voulez qu'on essaye avec un dentiste? Il me dit non, je peux pas quoi. Je veux dire, il est marqué, ça gratte de partout. Et aucune pommade, aucune crème ne peut venir atténuer. Non, parce que si vous mettez une pommade, ça, je veux dire, ça colle plus. Donc, moi, j'ai pas de solution. Et pourtant, ils avaient changé la colle. Il y avait le labo il y a quelques années déjà qui était venu en disant on a changé mais c'est pareil. Mais il faut le commencer à quelle dose de pro? Et de toute façon, le Neupro, c'est que 2 mg. 2 mg. Mais si on lit la notice, il y a marqué qu'il faut commencer à 1 mg. Donc, ça nous arrive de le couper. Oui, il y a des patchs de 2, de 4. Bon, les Parkinsoniens, ils en ont beaucoup. Il faut partager. Je partage, je suis à 3 mg. Oui, donc le labo dit non, mais on le fait de couper. Donc ça, il ne faut pas prescrire les coups. Et il y a des patients qui disent je garde celui d'avant, je remets, c'est après il faut le changer tous les jours de place. Ouais. Pourquoi dans tous les pays européens il y a du Cifrol? Pas tous en même temps, excusez-nous. 0,88 et pas en France. Parce que du coup on découpe, moi j'y vais au cutter, à la loupe. Enfin bon, c'est dingue quoi. Et ça incite à en prendre trop. C'est la France, c'est un pays particulier. Je sais pas de réponse. Et vous pouvez pas en avoir du moins? Je ne vais pas faire de trafic espagnol. Et oui, parce qu'il y a des pays où ça. Ouais, il y a après. Le pharmacien me donne 3 injections ou du Cifrol. Ouais. Alors j'ai un doute sur le dosage de l'un à l'autre. Donc en fait c'est le générique, vous avez du 0,18 et le LP, le premier, c'est du 0,26. Mais vous savez qu'il y a la forme sel, il y a 2 formes qui sont le même médicament. Et ça c'est la forme sel et la forme base. Donc il faut regarder le 0,18. Vous devez avoir 0,18. C'est ça, oui. Ouais. Mais l'équivalent, je le regarderai tout à l'heure. Je peux parler juste une Oui. Puisqu'on en est au traitement complémentaire, au Cifrol, etc. Moi, ce que j'ai observé, ça fait 2 ans seulement que je suis traité. Et lorsque le Cifrol ne suffit pas, je fais de l'automassage sur les jambes avec du baume de tigre et ça soulage énormément. C'est juste une info. Oui, tout à fait. Après, chacun, c'est. Mais c'est peut-être son placebo, je sais. Il y a des femmes et c'est leur mari qui le fait le massage. Je conseille fortement. Alors, c'est pas sur les douleurs des jambes sans repos et sur les neuropathies, les douleurs, il faut écrire le muscle. C'est-à-dire qu'on va le chercher en profondeur, on le travaille en profondeur, il ne faut pas le masser. Est-ce que le passage du Cifrol au Neupro nécessite un sevrage du Cifrol? Non, on peut faire le switch directement. Ça n'a pas marché. Après, voilà, moi je suis fan du Cifrol, pas parce que je suis payée par les labos, parce que je trouve que quand ça marche très bien. Donc les patients arrivent en consultation, ils disent voilà, c'est bon. Après, il faut le tolérer. Après, il faut une durée dans le temps. Et voilà, le rééquipe, mon expérience, et on en a donné, c'est que ça marche moins bien que le Cifrol. Après, je vous dis, malheureusement, on n'a pas non plus un nombre de médicaments énorme, donc il faut essayer. Il faut essayer. S'il y a un syndrome d'augmentation avec le Cifrol, et qu'on doit passer au Neupro, on n'est pas obligé d'arrêter. On peut l'arrêter d'un coup. On peut l'arrêter et le lendemain, vous prenez du Neupro. Après, quand il y a un phénomène d'augmentation, les recommandations, c'est arrêter et faire une fenêtre sans rien. Mais je vous dis, c'est de la théorie. Donc parfois, non, on ne peut pas. Moi, je préfère que vous changiez directement que vous jetiez par la fenêtre. Donc, voilà, c'est... Oui, moi, c'est dangereux le sevrage. Oui. Parce que j'ai fini par faire du somnambulisme. Je me suis réveillé une fois en buvant du gel hydroalcoolique, une autre fois du liquide vaisselle, une fois en mangeant du café moulu à la petite cuillère. Ah oui, donc ce que vous dites, c'est que le sevrage, scientifiquement, ça n'a jamais été démontré. C'est comme une nécessité. Si, ça a été démontré qu'il faudrait se sevrer pour enlever toute la dopamine, toute la stimulation des récepteurs.
pour après repartir sur autre chose. Mais les patients, je veux dire, ils n'y arrivent pas, c'est trop dur. Donc, il y en a quelques-uns qui arrivent, pour X raisons, peut-être parce qu'ils ne travaillent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas des enfants à charge, peut-être parce que leur vie fait que... Mais il y en a beaucoup, la majorité n'y arrive pas. Quelle est la dose maximum s'il vous plaît? Je dirais qu'il n'y a pas de dose maximum de Cifrol. Donc, moi, par exemple, le Cifrol, plus de 2 comprimés de 0,18, je dis, c'est bon, je commence à préparer le patient à dire, il va falloir à un moment donné qu'on change. Et normalement, 1 mg, c'est suffisant. Et s'il y a, par exemple, des patients qui disent, et parfois, quand je vais au cinéma, ou c'est à ce moment-là, je dis, prenez une affaire contrôlée, mais on augmente. Mais quand on est à 2, ou par exemple, Ropinirol, quand on est 2 fois 2, pour moi, ça commence à être un peu trop. Donc, ou on diminue la dose et on ajoute un Laurentin, un Lyrica. Je veux dire, il y a plein de stratégies. Après, je vais vous montrer Bon, j'ai fait un schéma les recommandations qu'il faut essayer de suivre au plus, mais après, on peut adapter. Et docteur, si vous me permettez, je reviens également au oui. Je crois que cette foutue maladie est, comme vous l'avez signalé, encore plein de mystères. Tout à fait. Et je crois qu'il ne faut pas écarter toutes les astuces et toutes les possibilités pour essayer d'améliorer. Je reviens au neupro. J'ai pu constater avec un recul de 9 mois, auparavant, le neupro peut se décoller. Il peut se décoller à moitié et donc perdre de son efficacité. Et j'ai constaté avec un recul de 9 mois, après avoir systématiquement tous les jours, au moment de son remplacement, de porter un autocollant ou une bande adhésive. Cela permet une meilleure adhésion et probablement une meilleure diffusion de la substance médicamenteuse. J'en ai fait part à Neupro directement, ils ont écarté complètement maintenant. Ah, il y a beaucoup de patients qui font ça, qui mettent notamment l'été. Je le dis ici parce que si... de l'emploi, ça. Je sais pas. Moi, j'ai noté qu'on peut mettre des adhésifs dessus. Ah bon? Ah oui, je sais pas. Ouais, je sais pas. Et après, voilà, j'ai un patient qui dit, je le mets sur la jambe, ça marche pas, je le mets sur le ventre, ça marche. Ouais. Enfin, sur la jambe, ça marche beaucoup plus, ça donne beaucoup plus d'irritation que sur les côtés, sur les bras. Mais ce que je veux dire avec l'expérience et le recul de 9 mois, en ce qui me concerne, et je donne le tuyau, si quelqu'un veut essayer dans cette salle qui utilise un Neupro, c'est de positionner un autocollant, un sparadrap. Surtout l'été, oui, quand on transpire. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi, je voudrais juste, revenir sur quelque chose que vous avez dit par rapport au neupro, où vous donnez des antihistaminiques, mais il n'y a pas comme c'est vrai que c'est écrit. Je suis assez surpris mais ça m'est arrivé c'est écrit qu'on ne peut pas le prendre en même temps, mais ça m'est arrivé de le donner 2-3 fois. Bon, ça n'a pas marché. Non, c'est surtout, il y a aussi des études qui montrent que la prise d'antihistaminique pourrait induire justement le syndrome des jambes sans repos. Ouais, bon, un aérus mais ça peut augmenter la somnolence. Donc attention à la voiture, attention, donc ça peut aggraver les accès de sommeil. Donc il faut faire attention. Moi je vais à la cantine, il y a déjà des livres spéciaux pour aller dans l'eau. D'accord. Donc c'est nickel là. Complètement. Sur le patch ou sous le patch? Le pays y avoir un lien entre les gens sans repos et les glandes parastéroïdes. Parce que je connais une personne âgée qui, soi-disant, avait des problèmes de gens sans repos et elle a un traitement pour les glandes parastéroïdes. Non, de la glandification. Donc je suppose que c'est un faux diagnostic. Peut-être ça reviendra. En une demi-heure. Je sais pas. Peut-être c'est bizarre. Je connais pas. Et aussi, je voudrais vous demander comment on peut passer de la Dartrel au Cifrol. Est-ce qu'il faut faire tout dépend de la raison pour laquelle vous voulez passer. En fait, si vous êtes bien sur la Dartrel, est-ce que c'est la peine de passer au Cifrol? Si vous n'êtes pas bien, il faut l'arrêter progressivement et il vaut mieux quelques jours
sans rien reprendre l'autre. Tout dépend le pourquoi. Après... C'est normalement à monsieur de parler. Oui, mais la dartrelle convient bien, mais parfois quand il y a des crises, la dartrelle on le prend, mais ça fait effet qu'1 heure ou 2 après. Une heure ou deux. C'est 1 heure à 2. Il faut le prendre d'1 heure à 2 avant les symptômes. Voilà. Normalement. Après, malheureusement, je dois vous dire qu'il n'y a pas de traitement qui va faire disparaître des impatiences. Ça n'existe pas. Donc, jamais on aura d'impatience. Non, c'est le traitement avec. Il faut que vous trouviez le traitement qui induit le moins d'effets secondaires et qui vous permet d'avoir une vie normale. Aller au cinéma, aller en réunion, prendre un train. Donc, mais il n'y a pas de. Sauf si on vous donne un truc pour vous assommer, mais là. On peut avoir des sportives, ça démarre des fois le matin, et puis l'autre fois ça sera l'après-midi. Donc on est obligé de prendre des médicaments tout le temps. Donc c'est une maladie chronique, c'est comme le diabète, comme. Vous n'avez jamais eu aucun cas de rémission? Comment? Vous n'avez jamais rencontré de cas de rémission? Si, et on se pose plein de questions. J'avais une jeune fille très chouette qui travaillait à l'hôpital, et qui avait un syndrome des jambes sans repos que je suivais, mais qui était sous Cifrol, un demi-comprimé, elle gérait très bien. Et un jour, elle est venue, elle dit j'ai arrêté, j'ai plus rien. Et je la vois régulièrement parce qu'on se croise, on se dit bonjour, je lui dis ça va, et elle me dit ça va. Donc je pense que c'était très léger, et je pense que sa vie était un peu compliquée en ce moment, donc elle gérait difficilement les impatiences, et là elle est dans une phase de stabilité. Après c'est comme tout, il y a des sévérités de maladie, des sévérités. Donc si vous êtes ici, parce que c'est souvent parce que vous êtes des cas sévères, des cas compliqués, et donc il y a des syndromes des jambes. Moi j'ai eu quelques impatiences de temps à autre, j'en ai, donc je sais ce que c'est. Et donc c'est chouette quand même de savoir ce que c'est pour. Mais c'est très ponctuel. Comment vous soignez? Mais c'est très, je me soigne pas. Mais ça m'est arrivé une fois. J'ai dit non, arrête, pensez d'autre chose. Au théâtre, non, j'ai eu des impatiences. Et j'ai dit oh merde, ça doit être dur là et donc j'ai pensé à vous tous. Et bon, après je me suis concentrée sur le théâtre et c'est passé, mais c'est ponctuel. Mais voilà, je pense qu'il y a des périodes dans la vie où on gère mieux, d'autres périodes où on gère moins bien, et des sévérités de maladie. Il y a des légers et il y a des très sévères. Donc, est-ce que parfois c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'épreuves qui sont difficiles à passer que le syndrome arrive ou s'accentue? Ah ben c'est sûr, quand vous êtes zen, que tout va bien, la vie est belle, les alors est-ce impatiences. qu'on ne peut pas aussi parallèlement faire je pense, par exemple la sophrologie, mais bien sûr, mais bien sûr, mais c'est la même chose que la douleur. Vous savez, les patients fibromyalgiques qui ont des douleurs ou pour d'autres raisons, quand vous êtes bien, que tout va bien, vous gérez mieux la douleur. C'est pas pour autant que vous avez pas mal, mais voilà, ça prend une ampleur moins importante. Quand vous n'êtes pas en forme, qu'en plus vous êtes crevé, vous avez des impatiences et que vous n'êtes pas très serein, donc forcément. Est-ce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'impatience? Par rapport à ce qui est culturel, alimentation culturelle. Je ne sais pas, je ne connais pas. J'imagine qu'il y a des pays d'Afrique où on ne diagnostique pas, j'imagine. En Russie. Je ne sais pas. En tout cas, dans les congrès de sommeil et tout ça, les groupes de syndrome des jambes sans repos, tout est représenté. Donc, je vous parle un peu de l'Irica et Neuronta. Donc, dans les cas sévères à très sévères, maintenant, c'est passé en première intention parce que pour éviter le phénomène d'augmentation. Donc, le Lyrica, on le donne aussi, je vous ai dit, quand il y a un trouble anxieux. Parce que il a un AML aussi pour les troubles d'anxiété généralisée. Donc, c'est plutôt pas mal. Et 1 à 2 heures avant le début des symptômes et 4 à 5 heures. Donc, voilà, pourquoi pas, c'est à essayer. Et quels sont les effets secondaires? Tremblement, vertige, et la Lyrica, moins de somnolence, on peut prendre du poids, mais si vous lisez
la somnolence, je dirais, le plus important. Mais après, voilà. Ben, ça perturbe la vie sociale. Donc la somnolence, ça va être ah, mais bien sûr. le mari s'endort. Ouais. Donc, à 3h du matin, il est réveillé. Il y a chouette, comme ça, il prépare le petit-déj. Oui, mon petit déjeuner préparé. Mais il est tout le temps fatigué. Oui, après. Il s'endort après le repas, il s'endort le soir. Après, bon, il faut voir, je ne connais pas votre cas, mais peut-être qu'il y a des stratégies pour décaler un petit peu la prise de traitement et le sommeil. Il y a des choses à faire. Donc, c'est aussi de l'apnée du sommeil. Eh oui, non, ouais. Donc, et il a un canapé très confortable, je pense. Vous vous endormez sur le canapé, non? Non, vous allez vite. Donc, bon, je pense qu'il y a des choses à faire, peut-être pour décaler un petit peu. Après, vous savez, on a un chronotype tous, hein, on a une génétique, on est soit du matin, soit du soir, soit neutre. Mais peut-être qu'il est du matin et en plus qu'il a ça, je veux dire, il y a plusieurs facteurs, mais on peut améliorer un petit peu s'il a envie. Est-ce qu'il est possible que le cifrol influe sur la qualité du sommeil dans le sens négatif il y a des choses au niveau des phases du l'insomnie. sommeil? Parce que moi j'en prends depuis 1 mois et demi là, 0,09, donc presque rien. Et bien souvent je me réveille le matin, je suis HS. Et souvent je me réveille à 3h ou 4h et c'est terminé. Alors que je ne connaissais pas ça avant. Alors ça peut être une coïncidence, peut-être une cause à effet, mais... Il y a certains, ça peut provoquer une insomnie. Ça peut. C'est pas fréquent, mais ça peut. Après, il faudrait voir en consultation plein de choses. La fleur du coucher, le sommeil réparateur, et c'est une bonne indication pour faire un enregistrement de sommeil. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, bon, ouais, il y a plein de... Donc les opiacés, moi je n'aime pas trop parce qu'on devient quand même un peu accro. Hein. Après, parfois c'est nécessaire parce qu'on n'a pas le choix. On donne de l'oxycontin ponctuellement à prendre. Voilà, c'est des traitements adjuvants, on va dire. On peut avoir un traitement de base et ponctuellement donné, mais ce n'est pas les recommandations, les bidons. Dans un avion avec 8 à 10 heures de vol, c'est bien de faire un complément. Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai envie de dire qu'il faut que vous ayez une vie normale. Moi j'ai horreur quand on me dit je ne vais pas en voyage parce que j'ai des impatience. Bah si, vous allez en voyage parce que vous avez envie et ça vous fait plaisir. Donc on va trouver la solution pour que ce voyage soit le pire possible, le meilleur possible. Donc, quand on a des impatiences, vous avez les doses là. Vous voyez, le Norentin, on peut aller jusqu'à 1200. Donc, sur la notice, vous avez jusqu'à 3600. On va lire avec ça, mais le lyrical jusqu'à 300. Le ropinirol, c'est le réquip. C'est quoi le Darma? Le réquip ou la Darprel, le premier. Alors, on ne sait pas marqué. C'est pas marqué. Là. En fait, la molécule, c'est le réquip ou la Darprel. Jusqu'à 2, il y a des patients qui sont jusqu'à 4, c'est pas très grave. Hein. Le pramipexol, là c'est marqué. Moi, de comprimés, je commence de 0,18, je commence à lui poser des questions, comment on va gérer ça. En tout cas, je dis à un patient, s'il faut que vous augmentiez le traitement, envoyez-moi un petit mail pour, voilà, ça j'avance le rendez-vous, on voit un rendez-vous. Donc ça c'est le tableau classique. Donc déjà on évalue la sévérité, ce qu'il faut traiter, ce qu'il ne faut pas traiter, ce qu'il faut faire de l'hygiène du sommeil, ce qu'il faut éviter les facteurs. Si la sévérité est moins de 75, certains c'est 50, hein, on supplémente en fer. Si elle est plus de 75 et c'est léger, on va donner un traitement occasionnel qui va être un achalgopodéiné. Ponctuellement, moi je dis, si vous en prenez plus de 3 fois par semaine, vous m'appelez et on voit si on met un traitement de fond. Mais si c'est occasionnel, rien. Modéré sévère, on a ces 3 voies, la dopamine, le lyrica-norentin, les opioïdes. Et donc les opioïdes, c'est quand c'est très douloureux et quand on est en échec des 2 autres. Donc
c'est vraiment le traitement de dernière ligne. Et le Lyrica? Le Lyrica augmentaire, c'est un alpha-delta de ligand, on le donne quand il y a une chromosome douloureuse et quand il y a un peu d'anxiété. Et à quelle dose? Moi, je commence à 25 et j'augmente toujours très doucement jusqu'à 100 ce soir. Et les agonistes à dopamine, quand il y a une insuffisance rénale, des mouvements réels des jambes, un syndrome dépressif, ça c'est des indications. Docteur, vous semblez être très prudente sur l'utilisation des opioïdes. Oui. Mais dans un cas, docteur, de personnes qui sont très défavorisées lors d'une conduite automobile, on peut agir avec un opioïde et ce qui vous libère pendant 3 heures ou 4 heures. Tout à fait. Et vous pouvez conduire avec une sérénité, enfin avec satisfaction. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer d'avoir une vie le plus normale possible. Après, il faut rester prudent parce qu'on devient un petit peu accro quand même. S'il y a des années, ça peut aggraver l'insuffisance respiratoire, donc c'est des médicaments à traiter avec prudence. D'accord. Donc, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'ici, quelqu'un a eu le Rivotril? Oui. Ce qu'on donnait avant. Donc, moi, j'ai commencé, il n'y avait pas de traitement, c'était le Rivotril. Bon, c'est une alternative, c'est une benzo. En fait, ça ne traite pas les impatients, ça vous fait dormir. Donc, pourquoi pas, hein, ça va des conforts d'en donner quelques gouttes. Voilà. Donc, par contre, c'est pas idéal, c'est pas indiqué, ça aggrave les apnées. Donc, si on n'est pas traité pour les apnées, ça a tendance à l'aggraver. On peut se lever, être dans les graves et avoir une chute. Donc, avec prudence. Et là, quand même, je vous laissais un peu ce que j'ai trouvé, des alternatives. On parlait des. Chacun a ses moyens aussi de calmer, autre que le traitement. Donc, j'ai fait une revue de la littérature par rapport à ce que les patients me disent. Donc, il y en a qui ont des bottes chauffantes, d'autres des lasers, d'autres de l'acupuncture, d'autres de la stimulation magnétique. Par contre, c'est des études qui ne sont pas faites contre placebo. Ça, c'est très difficile de faire contre le placebo. Donc, il n'y a pas de réelle preuve scientifique. Et donc, ce qu'ils ont vu, ces études, c'est que l'acupuncture, la stimulation magnétique transcrânienne, le laser et la compression mécanique étaient efficaces. Mais, encore, c'est à prendre avec prudence. Hein, ce n'est pas des études très standardisées. Que la cryothérapie, étonnamment, hein, j'aurais dit, donc le froid, et les appareils vibratoires, j'ai quelques patients qui mettent que ça ne marchait pas. Par contre, l'acupuncture, cryothérapie, yoga et tout ça améliorait le sommeil. Ouais. Après, je dis, chacun doit trouver sa méthode encore pour être soulagé. Et le TENS, est-ce que vous avez eu des retours sur le TENS? Je n'ai pas vu d'études sur ça. J'ai pas vu d'études sur ça. Mais après, il n'y a pas d'indication, donc c'est difficile. En pharmacie, vous l'achetez en pharmacie, je ne sais pas comment. En fait, je ne sais pas ni comment il faut se stimuler, à quelle fréquence et tout ça, je ne connais pas trop. C'est des programmes qui sont préprogrammés. Et maintenant, ils font une option avec une oreillette, enfin, une électrode auriculaire qui stimule le nerf vague. D'accord. C'est en option. Après, il ne faut pas se ruiner, mais s'il y a des méthodes qui fonctionnent. Je vais interrompre un tout petit peu sur le nerf vague, parce que bon, c'est une étude que nous on finance. Hein. Donc ça se passe pour l'instant à l'hôpital de Garches, avec le professeur Azebou, Sarah Hartley. Donc ça, on fait pendant 8 séances en 8 semaines. 8 semaines et une fois par semaine? Une fois par semaine. On a une électrode que l'on met dans l'oreille. Dans l'oreille gauche. Dans l'oreille gauche, puisque c'est là que le nerf vague il passe. Enfin, c'est le plus près de. Voilà. Et puis la séance dure 1 heure. D'accord. Bon. Le soir ou... Non, c'est à l'hôpital, donc c'est dans la journée. Mais de préférence le matin. Parce qu'on a moins de gêne, je dirais, le matin. Donc ça dure 8 semaines. Pendant 3-4 semaines, après, on ne fait plus rien. D'accord. On regarde si le... On remplit des échelles, j'imagine. Ah oui, systématiquement, bien sûr. Et au bout de
de 4 semaines, on regarde si le syndrome arrive de nouveau. D'accord. Parce que sur la première étude, sur 15 personnes, 14 ont été bénéfiques. Bon. Donc on regarde derrière si le syndrome revient, et s'il revient, eh bien on va faire ça chez nous. D'accord. C'est une fois par semaine pendant 1 heure. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on a 40 personnes qui sont en traitement. Ouais. Et donc, voilà, il y a une publication dessus quand même. Et là, on espère. Et là, il y a également des placebos. D'accord. Donc, c'est pas naissant, ça doit être une autre chose. Non, alors nous, ce sont des petits picotements que l'on sent. C'est du courant électrique. C'est du courant électrique. Ouais. Et les placebos, c'est pas les mêmes courants électriques. Voilà. Mais quand vous savez pas ce que et l'autre, vous ne savez pas. Ouais. Vous ne savez pas. Donc voilà. Donc c'est chouette. Pardon, et quand on fait ce procédé-là, il faut arrêter tout traitement. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, non. On garde son traitement et en fonction de son traitement et de l'amélioration que l'on a ou pas, parce que malheureusement, on a des gens qui connaissent bien ne pas avoir eu d'effet bénéfique. On serait 30% à peu près dans les essais à ne pas être réceptif. Oui. Voilà. Bon, mais enfin bon, c'est quand même une méthode encourageante. Tout à fait. Qui va être théoriquement allez, on espère rapidement, dans 1 an, 1 an et demi, être dans tous les CHU de France qui l'acceptent. Oui. Et qui l'acceptent. Donc avec ça, on arrêterait les traitements. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous continuez votre traitement. Par contre, vous avez une qualité de sommeil qui est complètement différente. Pour ceux chez qui ça fonctionne. Personnellement, j'ai la chance, je suis président du Barret, j'ai la chance d'avoir été le premier à subir ce genre de test. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais moi je dors. Donc c'est pas tout à fait neutre. Alors, je vous dis pas que c'est la panacée, faut pas rêver non plus. J'ai des nuits cauchemardesques aussi. Mais en règle générale, je dors. Par rapport à avant. Ah oui. Oui, moi aussi. J'ai le même traitement. J'ai essayé de le baisser. Ça a marché 1 mois. Bon, ils cherchent encore des... Oui, tout à fait. Il y a toujours de la place disponible aujourd'hui si les gens veulent le faire. Il faut aller à Paris. Il faut aller à Garches. 1 fois par semaine pendant 4 semaines, c'est ça? 8 semaines. Peut-être c'est financé, les allers-retours, non? Alors, il y a certaines caves qui le prennent en charge. Ouais, il faut demander parce que peut-être que c'est pas tout le monde, mais il y en a qui le prennent en charge. Ce qui serait intéressant de savoir, et que j'arrive pas à savoir, c'est la différence entre ce traitement-là et le traitement que n'importe qui peut avoir et se faire prescrire. C'est celui que vous achèterez ou que quelle est la différence? C'est quoi? Je ne vous ai pas compris ce que vous disiez, votre traitement. C'est un appareil STEM. C'est un appareil qui s'appelle le Lumitel, qui est délivré par ordonnance. En général, c'est les médecins de la douleur qui délivrent ça. Alors, c'est un appareil avec des patchs que vous mettez au mollet et qui diminue la douleur. Et ça je peux vous dire, c'est du 40 c'est très efficace. Ça fonctionne. Après... C'est des patchs que vous collez sur le mollet en 1 demi-heure. Oui. Et si vous avez mal, vous n'avez plus mal. Mais ça ne dure pas. Une fois que vous l'avez enlevé, ça a une inertie très faible. Mais en complément de ce petit appareil, moyennant 15 € de location par mois non pris en charge, il vous délivre une électrode que vous mettez dans l'électrode dans l'oreille gauche, branchée au même appareil, et qui vous envoie un courant de quelques milliampères. Vous le réglez vous-même avec un programme qui est préprogrammé et qui
stimule le nerf vague. Oui, mais... Alors je ne sais pas quelle différence. Alors, après, il n'y a sauf aucun contrôle de l'efficacité. Sauf que l'électrode que vous avez, vous, avec le TENS, c'est pas la même. Pas la même, bien sûr. Mais elle fait passer un courant et ce qui agit au Oui, mais c'est pas le même programme, c'est pas la même... Faut d'abord le faire sous contrôle médical. Ça ne se fait pas comme ça. Hein, systématiquement, on a des prises de sang, on a des trucs électrocardiogrammes, enfin, on a tout un tas d'examens avant. Voilà, c'est pas... on peut pas faire ça comme ça. C'est pas la même chose, je suis sûr que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est plus facile à mettre en place. Oui, peut-être. Oui, parce qu'à Garches, c'est une étude. Peut-être l'étude, elle permettra après de prescrire ça à telle fréquence, combien de minutes, voilà. Avec le bon donc c'est comme un autre chose. Combien dure le temps dure la séance? 1 heure. 1 heure. 1 heure. J'ai vu qu'il y avait des cures aussi pour les gens sans repos. Oui. Oui, j'ai entendu des retours de ça. Non, j'ai entendu ça, des patients. Pardon? La Malou? Attendez, ça prend pas plus. Les cas moyens, ça apporte un soulagement, mais ce soulagement de l'électrostimulation des aiguilles diminue avec le temps, c'est-à-dire que chez les gens qui ont un symptôme faible, on va avoir un résultat sur 6 mois. Puis au bout de 2-3 séances, on va avoir un résultat sur 3 mois. Et puis au bout de 2-3 séances, et au bout d'un moment, le médecin, acupuncteur, s'il est honnête, il va vous dire c'est bon, il faut passer à autre chose. Donc j'ai regardé aussi quand même, on parlait de stress, il y a cette étude qui parle de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc pour mieux gérer les impatiences, ça ne va pas les faire disparaître, mais pour mieux gérer, peut-être ça convient à certaines personnes, travailler sur le comportement que vous avez quand vous avez des impatiences pour appliquer d'autres. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se tenter. J'étais très curieuse sur l'exercice. Excusez-moi, ça peut servir. Pour la stimulation du nerf vague, si vous avez les apnées du sommeil, vous ne serez pas pris. Oui, c'est vrai. Je pense que ça doit être un critère de plus. Oui, c'est là justement il faut souligner le danger de ça parce qu'on a quand même le cas. Elle est là, Mirose? Mirose, elle est là. Oui, oui, elle est là. C'est intéressant son cas. Les gens qui font cette stimulation comme ça en sauvage s'exposent à des problèmes. Mirose aurait pu en parler. Oui. Après, je pense que les choses qui sont associées à la droite à gauche, j'espère en tout cas, il n'y a pas la fréquence d'un traitement médical. Ça doit être assez doux pour ne pas. Alors, je l'espère. On va boucler là-dessus. Effectivement, tu as raison de souligner. On a notre trésorière qui a fait cette année à Garches. On lui a fait donc toute la batterie d'examens avant, et on lui a dit vous repartez chez vous, mais en ambulance. Ça lui a sauvé la vie. Parce qu'elle avait un gros problème cardiaque, et ça lui a sauvé la vie. Donc on ne peut pas faire ça tout seul. C'est trop dangereux. Donc... Il faut dire, excusez-moi, qu'on va avoir un sujet, on a préparé un sujet sur ce traitement, enfin, sur ce point-là. Ah bon? On a dit qu'on parlera tout à l'heure du traitement du nerf vague. Oui, mais comme ça c'était là... Une dernière question, si c'est l'apnée du sommeil, peut-il être en lien avec justement les gens sans repos? Non. Il n'y a pas une cause à effet là. Ouais, on peut avoir les deux. Mais est-ce que les produits, notamment Cifrol, n'accentuent pas la... Je vais à la Malou, il y a deux facteurs. Oui, mais pas avec vous, pas la droite. Madame, vous parlez des cures. Il y a 2 centres de cure en France pour le syndrome du centre Jean sans repos. Moi, je vais à la Malou les Bains, et il y en a un autre, mais je me rappelle plus. Alors Pour nous, ouais. Pour nous, je vais être franc. C'est de l'escroquerie. Je vais pas par 4 chemins. C'est de l'escroquerie. On vous demande 140 € pour une séance spécifique pour le syndrome. Non, mais je ne la fais pas là. Oui, non, mais... Je l'ai fait la première année. Oui, mais si vous voulez, quand on vous fait de la musicothérapie
Hein, quand on vous fait faire marcher pendant des kilomètres et puis après on va vous expliquer que ça va mieux, et puis que vous avez un toubib qui arrive et qui vous dit j'y crois pas, c'est dans la tête, excusez-moi, c'est de l'escroquerie. J'ai